Monique Pinson-Charlot, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je suis Monique Pinson-Charlot, je suis sociologue, je suis née en 1946, donc j'ai 73 ans, et je suis mariée avec Michel Pinson depuis fort longtemps, et c'est avec Michel, à qui je fais coucou, que j'ai écrit 25 livres à quatre mains, donc avec lui, sur les dominances, sur la caste, sur l'oligarchie, avec des enquêtes dans le cadre que j'ai mené avec lui, dans le cadre de notre statut de chercheur au CNRS, ce qui a été évidemment une légitimité qui nous a beaucoup ouvert les portes. Et voilà, et je suis, j'espère, pour ça j'ai fait un petit coucou à Michel pour lui dire que je vais essayer d'être à la hauteur du cadeau que vous nous faites, puisque autant de temps pour... Pas de cadeau. Vous allez voir que pour moi, je le vis comme un cadeau. En tout cas, je vais voir si c'est pas un cadeau, mais pour l'instant, je le vis comme un cadeau. Et voilà, pouvoir développer sans être coupé, sans être agressé, comme c'est souvent l'habitude dans les médias traditionnels. Et même paradoxalement, sur les chaînes publiques. Moi, ça m'hallucine toujours quand ça se passe pas bien pour nous, que la pensée critique peut pas s'exprimer sur France 2, sur France 5, maintenant souvent sur France Inter, France Culture. C'est quand même terrible, alors qu'il y a 10 ou 15 ans, avec Michel, on passait régulièrement dans les médias. Vous avez senti une tension, un raidissement des chaînes publiques face à ce que vous avancez sur l'étude des riches ? Ah oui, ça c'est très clair. Par exemple, je peux prendre l'exemple de Célébdo pour notre dernier livre, Le président des ultra-riches, sur Emmanuel Macron et tous les cadeaux qu'il a fait aux plus riches par dizaines de milliards d'euros dès qu'il est arrivé à l'Élysée. Eh bien, à Célébdo, au total, j'ai été coupée, je sais pas, 58 fois, enfin un nombre incalculable. Apathy me gueulait dessus comme un pitbull sur sa proie, parce que j'avais osé dire que la presse n'était pas libre et qu'il n'était pas d'accord. Et j'ai même été coupée. Donc, si vous voulez, c'est quand même des choses qui sont graves. Vous avez été coupé au montage ? Oui, j'ai été coupée au montage quand je lui ai parlé du siècle, pour savoir... pourquoi les journalistes allaient rencontrer les hommes politiques au siècle tous les derniers mercredis de chaque mois, en se rendant aujourd'hui au cercle de l'Union interalliée, 33 rue du Faubourg Saint-Honoré. Et donc voilà, donc là j'ai senti que le ton montait. Alors Acrimed, un organisme qui critique les médias et qui fait un travail, je trouve, en tout cas extraordinaire. Moi, ça m'a fait plaisir qu'ils aient fait ce travail sur cette émission. Ils ont fait un décryptage complet, qu'ils m'ont soumis, que j'ai validé. J'ai essayé de me rappeler qu'est-ce que j'avais pu dire qui puisse être censuré, qui soit aussi grave et aussi dangereux. Et puis, au cours d'une insomnie, je me suis bien rappelé que c'était le siècle dont j'avais parlé. Et donc, j'ai attesté que c'était bien du siècle que j'avais parlé, qu'il n'avait pas supporté. Donc vous avez étudié les réseaux de pouvoir. Qu'est-ce que c'est le siècle ? Qu'est-ce que c'est le siècle ? Qu'est-ce que c'est le Bilderberg ? Qu'est-ce que c'est ce type de think tank, de dîner Oui, vous avez raison, vous pourriez dire etc., etc., parce qu'il y en a énormément. C'est ça la force de cette oligarchie, c'est de multiplier les instances de coordination de leur rouerie et des rouages du fonctionnement de cette classe. Et donc, il y a de multiples associations, de multiples cercles, de multiples think tanks. Comme il y a à gauche aussi. Comme il y a, ça, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas, là, je parle de ce sur quoi j'ai enquêté avec Michel. Et donc, le siècle est un des cercles sur lequel nous n'avons pas travaillé en 1986, quand nous avons commencé, Michel et moi, à prévenir le CNRS que désormais nous travaillerions tous les deux ensemble, que nous abandonnions pour Michel, provisoirement et puis pas pour nos enquêtes, la classe ouvrière, les ouvriers dans les Ardennes Michel, et puis moi je travaillais plutôt sur les classes moyennes, instituteurs, fonctionnaires et hauts fonctionnaires.
et que nous allions travailler sur la très grande bourgeoisie, comme on se la Qu'est-ce que vous entendez par très grande bourgeoisie? Voilà, alors ça je vais le préciser, mais je termine d'abord sur le siècle, pardon. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était cette grande bourgeoisie, on a eu cette idée géniale de se dire, on va essayer de se faire introduire dans des cercles. Alors donc, on avait un premier contact avec le Jockey Club, rue Rabelais, dans le 8e arrondissement, qui est un cercle de l'aristocratie, de la noblesse, qui a été constitué au milieu du 19e siècle sur la base de la passion du cheval. Et pour avoir accès aux annuaires de ces cercles, qui évidemment ne sont pas publics, qui ne sont pas enfermés dans des coffres-forts sous le sceau du secret absolu, mais qui peuvent être dans les bibliothèques de ces cercles. Et donc, on est arrivé, alors on rentrait par la grande porte au Jockey Club, mettons à 8h30, quand la bibliothécaire, Madame Marchand, pouvait nous recevoir. On consultait les annuaires, on notait toutes les adresses, les noms, les professions, enfin on faisait tout un travail de sociologue. Et puis après, quand les membres arrivaient, qu'on avait fini notre travail vers midi, il fallait qu'on sorte par l'entrée de service pour pas gêner les membres. Et à cette époque-là, vous voyez, on n'a pas retenu le siècle pour faire ce travail d'adresse et de compilation statistique, parce que c'était un cercle qui nous était apparu ne pas appartenir à la grande bourgeoisie. Et donc en 86, ça veut simplement dire que à cette époque-là, la collusion entre les médias et le monde politique n'était pas aussi forte que celle que l'on connaît aujourd'hui. Ça vous est passé simplement sous le nez? Non, je pense que c'était... Enfin, en tout cas, je le vis toujours comme une analyse sociologique assumée. On a pu se tromper, mais en tout cas, c'était assumé de notre part. Tandis qu'aujourd'hui, oui, on le retiendrait, parce qu'aujourd'hui, la collusion des élites, mais en principe, je retire ce terme d'élite parce que je ne l'emploie jamais, il est bien trop flatteur, la collusion des membres de cette caste, de cette classe dominante, de cette confrérie des grandes familles, de cette caste, je l'ai déjà dit, de ces prédateurs. Suivant comment je suis en colère, les mots peuvent changer. Alors, je ne sais plus où j'allais. Collusion, médias. Oui, c'est ça. Voilà, la collusion. Les journalistes n'avaient pas le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, je reprends la formule de Serge Halimi, les nouveaux chiens de garde de cette grande bourgeoisie. Donc, c'est quoi la grande bourgeoisie? Vous n'avez pas fait la franc-maçonnerie au passage? Vous parlez de confrérie ou de choses comme ça? Non, parce que la franc-maçonnerie est beaucoup plus transclassiste. Là, on parle vraiment de la grande bourgeoisie, c'est-à-dire Bourdieu nous a beaucoup facilité la tâche avec sa théorie de la sociologie de la domination, où il définissait cette grande bourgeoisie à partir de 4 formes de richesse très précises. C'est la richesse économique. Alors, la richesse économique, c'est beaucoup d'argent. C'est quoi beaucoup? C'est ça le problème. C'est que précisément sur cette première richesse, vous avez une dispersion absolument énorme. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans le monde de la richesse, vous imaginez un iceberg, vous voyez la face visible, mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui est sous la mer. Et donc, la grande richesse, je pourrais dire par exemple que dans le dernier numéro de Challenge sur le palmarès des grandes fortunes, il y avait 400 fois la fortune, je ne sais pas si c'était Alain Ducasse qui était le 500e de ce palmarès, il y avait 400 fois la 500e fortune dans la première fortune de Bernard Arnault. Donc une dispersion de 400 fois, ça n'existe pas dans le monde ordinaire des salaires et des revenus. Donc une énorme dispersion. Et donc, c'est ça qui est intéressant pour commencer à définir la grande bourgeoisie, de montrer que c'est une classe sociale extrêmement hétérogène. Comment se fait-il alors qu'elle forme une classe sociale au sens marxiste du terme, qu'elle soit mobilisée au point où on va sûrement pouvoir le développer ici, pour défendre ses intérêts de classe? C'est parce qu'il y a 3 autres formes de richesse qui sont essentielles. La seconde, c'est la richesse culturelle.
Donc, on est dans le monde des grandes fortunes, le monde des collectionneurs d'art, le monde des propriétaires de sociétés de vente aux enchères. On est dans des univers avec des meubles, enfin, toute forme de... Et on est dans le monde des grandes écoles, des grands lycées privés. On est dans un monde culturel qui est très éloigné. C'est un fossé qui sépare ce monde des classes moyennes supérieures. Ensuite, la troisième forme de richesse, c'est la richesse sociale. La richesse sociale, ça veut dire que le portefeuille des relations sociales des membres de cette classe est bien garni. Autrement dit, quand vous êtes invité à dîner, il n'y a autour de la table que des gens importants dans les différents secteurs de l'activité économique et sociale. Alors ça peut être un ministre, ça peut être un haut fonctionnaire, un inspecteur des finances, un procureur de la République, ça peut être un industriel, un évêque. Puis, quelquefois, il y avait 2 sociologues qui, avec leur statut de directeur de recherche au CNRS, pouvaient, pour leur travail, être autour de cette table, avec des Français, des gens qui parlaient français, et puis des étrangers. Et notre premier dîner avec Michel, je me souviens très bien, c'était dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. On s'est senti trop mal, trop mis de côté, parce qu'il parlait sans arrêt, de manière naturelle, français, anglais et espagnol. Puis après, on est passé à des langues un peu plus compliquées. Mais voilà. Et donc là, on a compris que cette grande bourgeoisie était certes hétérogène, mais voilà, déjà 3 formes de richesse, économique, culturelle et sociale. Et alors la dernière, qui est le top, c'est ce que Bourdieu appelait la richesse symbolique, le capital symbolique. C'est une forme de richesse qui vient symboliser les 3 autres formes de richesse et qui se manifeste de la manière suivante. Excusez-moi, je prends un petit peu d'eau pour pas... Comme à la maison, vous m'avez dit. Alors, et qui vient symboliser donc les autres formes de richesse. Donc, mettons, on est invité avec Michel à un cocktail. Il y a Guy de Rothschild qui était là, maintenant il est mort, mais bon, il était là. Et lui, il est présenté, et on ne le présente même pas parce que tout le monde le reconnaissait, mais enfin on aurait dit Guy de Rothschild. Et nous, on nous présentait, moi, puisque c'est moi qui suis là aujourd'hui à l'honneur, Monique Pinson-Charlot, directrice du recherche du Centre national de la recherche scientifique. Il ne disait pas le sigle, Centre national de la recherche scientifique. C'est-à-dire, autrement dit, moi, je n'avais pas d'autre forme de richesse que mon statut professionnel, que mon capital professionnel. Tandis que Guy de Rothschild, en disant que son patronyme familial, ce patronyme familial symbolise à lui seul l'ensemble des richesses de cette famille liées à la banque et à la haute finance depuis le début du 19e siècle. Et autre forme de richesse symbolique, les corps. Il faut que les corps de ces gens-là manifestent leur supériorité. Ce sont toujours des corps fins, redressés. Par exemple, il n'y a jamais de frange sur le front. Le port de tête est dégagé, altier. Même quand on se retrouve, comme on s'est retrouvés Michel et moi, à Chantilly, au pique-nique du Grand Prix de Diane, c'est toujours au mois de juin, là il va y avoir le Grand Prix de Diane très bientôt. Ils pique-niquent, ils sont à 4 pattes par terre. Mais c'est incroyable, nous, si on est à 4 pattes en train de pique-niquer, on sera voûté, je ne sais pas comment vous dire. Et tandis que même les enfants, ils sont toujours droits, même à 4 pattes par terre en train de manger. Parce que c'est un facteur de reconnaissance sociale. Voilà, c'est un facteur, et c'est plus que ça, je vais vous dire. C'est plus fort que ça, c'est-à-dire que ils sont, avec cette incorporation de leurs privilèges, ils transforment l'arbitraire de ces privilèges en qualité naturelle. C'est-à-dire qu'ils n'y sont pour rien. Que vous soyez né à Neuilly ou à Bobigny, franchement, vous y êtes pour rien. Vous êtes né à Neuilly, votre vie va être faite de pétales de rose, et à Bobigny, d'épines épouvantables. À Neuilly, vous allez hériter
dans la bouche dès votre naissance des titres de propriété qui ont été accumulés par les générations précédentes, tandis qu'à Bobigny, vous allez hériter d'un père au chômage, enfin des dettes, de toutes les difficultés qui marquent les pauvres, les classes les plus démunies. Qu'est-ce que je pourrais donner comme autre manifestation de cette richesse symbolique? Parce que je vais vous dire pourquoi c'est si important. Ça peut être le château classé monument historique. Habiter un château classé monument historique, recevoir toute la famille. Les grands ont toujours des grandes familles. Alors ça, c'est bien. Et on a fait un livre assez impertinent, Michel et moi, sur les châteaux et les châtelains. Et on posait la question, qu'est-ce qui est classé? Est-ce que c'est le château ou est-ce que c'est le châtelain? Et bien souvent, on était capable de montrer que c'était le châtelain, grâce à ses réseaux de connaissances, grâce à plein de choses qui pouvaient aider à classer monument historique le château de quelqu'un qui avait beaucoup de relations et pas celui de quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de relations. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de canards boiteux, de brebis galeuses qui quittent la grande bourgeoisie. Parce que les jeunes qui pourraient contester, là, tout simplement le mode de vie de cette classe, ne pas avoir envie de s'y épanouir et d'y vivre, ils portent un patronyme familial. Ce patronyme familial, c'est une richesse. Et donc cette richesse-là, il ne faut pas la salir. Et du coup, le groupe se mobilise pour remettre la brebis galeuse dans le troupeau. Vous n'avez jamais entendu ce vieil adage qui est « Je viens à vous sans mes titres, mais uniquement avec mes succès ». Oui. Alors les titres, c'est eux qui les ont. Et le problème, c'est qu'ils ont les succès. C'est-à-dire que c'est une classe où on est toujours dans le cumul. Nous, dans les classes moyennes, au CNRS, et puis même dans la vie politique de la gauche, on est toujours dans des divisions, des oppositions, des faux débats. Dans la grande bourgeoisie, ils sont toujours dans le cumul des richesses, le cumul des énergies de chacun. Par exemple, on a fait un travail spécifique, un livre spécifique, uniquement sur la famille Rothschild. Et là, on voit bien comment, quand on prend une famille avec tous les membres des différentes branches de cette famille, comment, si le fils aîné de telle branche n'est pas trop intéressé par reprendre la succession dans la banque et la finance parce qu'il est passionné de chasse à courre, il est passionné de peinture, il est passionné d'autres choses, de théâtre par exemple, je pense à Henri, qu'à cela ne tienne, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est d'être excellent dans son choix. Parce que de toute façon, les grands ont des grandes familles, ça c'est une expression de Pierre Bourdieu, et on trouvera toujours un neveu pour prendre la succession dans la banque, la finance, dans les affaires qui sont le cœur nucléaire de la richesse de la famille. Quelles étaient les conversations de ces salons feutrés? Quels étaient les sujets les plus abordés? Quels étaient le vocabulaire, la sémantique employée? Alors c'est vrai que c'était un vocabulaire quand même avec des expressions spécifiques. Par exemple, je me souviens, le comte Cahen d'Anvers, quand c'est moi qui ai fait le premier entretien dans la noblesse avec ce monsieur, qui m'a reçu dans son hôtel particulier dans le 16e. On a fait un entretien de 3 heures, il avait 78 ans. Et c'était passionnant, il m'a raconté des choses extraordinaires parce que sa famille, il est très lié aux familles Rothschild, Lazare et tout ça. Et avec une vie à l'échelle de la planète, complètement cosmopolite, des affaires au Paraguay, en Argentine, enfin des trucs incroyables. Lui qui pilotait son avion, il avait à peine 17 ans. Enfin bref, une vie d'aventurier, enfin voilà, une vie extraordinaire. Donc j'enregistre et puis j'ai cru comprendre qu'il était intéressé par faire ses mémoires. Alors à la fin, je lui dis très gentiment, si vous voulez, moi j'étais très intéressée par cet entretien, je pourrais vous recopier les cassettes et puis ça pourra peut-être vous aider pour les mémoires. Et puis quand je suis rentrée à la maison, Michel m'a dit, je sais pas ce qui s'est passé avec cet homme, donc ce soir il nous invite
à un dîner. Il a dit que ça serait amusant qu'on soit là. Donc le qualificatif amusant revient très souvent. Les femmes disaient que Michel était exquis. Bon, ce n'est pas des mots que j'avais l'habitude de voir employés. Et puis sinon, j'ai été frappée à d'autres moments par des mots très crus. Ce que j'ose pas dire là, mais des... Si, je vous en prie. Non, merci de votre gentillesse, mais je sais pas, je me rappelle plus, mais très crus. Voilà, et sinon, un contrôle total du langage, un contrôle total des conversations. Il faut toujours avoir quelque chose à raconter, il n'y a pas de silence, les anecdotes sont toujours les bienvenues, mais il faut qu'elles soient drôles. Alors, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'il répétait toujours les mêmes anecdotes. Il faut avoir de la conversation et il faut que tout le monde parle. Voilà, c'est ce que je peux dire dans un premier jet. Quelle était la façon de servir les plats, la façon de manger? C'était une conversation de cours ou c'était une conversation plus charpentée? Est-ce que c'était un dîner de cons où vous avez été conviés? Alors merci, parce que les cons, ça serait nous. Mais, un petit peu, mais je pense que d'une certaine façon, on pourra y revenir dans la suite de la discussion. C'est ça qui est un peu gênant dans notre histoire, c'est que tout se passe comme si on les légitimait d'une certaine façon. Parce qu'au départ, quand on s'est intéressé à eux, on avait notre statut de chercheur au CNRS. Moi j'avais 40 ans, 86, Michel 44. On était un peu timide. Michel est d'origine ouvrière, moi je suis d'origine petite bourgeoise de Lozère. Donc vraiment très loin quand même l'un et l'autre de façon différente, très très loin de la grande bourgeoisie parisienne. De telle sorte que... alors je ne sais plus où j'allais. La façon de dérouler le dîner. Oui. Les manières. Alors donc au départ, on les légitimait et du coup nos questions étaient plus centrées sur les modes de vie, sur la culture, sur la transmission des héritages, sur la chasse à courre. Par exemple, on a fait 3 ans sur des vélos tout-terrain dans toutes les forêts de France à courir derrière le cerf. Mais en réalité, c'était pour pouvoir participer au dîner, au pique-nique dans la forêt avec les grands équipages de chasse à courre. Et on a drôlement bien fait de faire ce travail parce que ça nous a ouvert beaucoup de portes. On essayait toujours de pénétrer avec nos moyens à nous. Je sais qu'il y a bien d'autres moyens beaucoup plus peut-être efficaces. Nous, c'était des moyens d'ethnologues, d'anthropologues, vous voyez, de sociologues, d'économistes, de chercheurs en sciences sociales. Vous n'avez jamais fait les méthodes de brigands? Les méthodes de brigands? Non, enfin on était brigands, on se sentait brigands à notre façon, mais brigands parce que être brigand c'est toujours un peu relatif par rapport en comparaison avec les autres. Nous on trouvait que déjà faire ce travail, Michel et moi, c'était vraiment impertinent par rapport à ce qui se passait à ce moment-là au CNRS. À la limite de la flibusterie. Voilà, mais on se vivait plutôt comme des acrobates. Tombera pas. Et donc, quand notre premier livre paraît aux éditions du Seuil dans les beaux quartiers, on avait fait notre travail comme pour les autres classes sociales, automatiquement en mettant un pseudonyme à tout le monde. Vous avez travaillé sur les banlieues? Question d'Internet. Question d'Internet, avez-vous travaillé sur les banlieues? Sur les banlieues. À Neuilly, oui. Alors... Alors oui, on a travaillé. Alors moi, j'ai fait un gros travail statistique sur l'ensemble de la région parisienne pour connaître l'offre d'équipements publics. Un gros travail statistique que j'ai fait avec l'INSEE, l'offre d'équipements publics en fonction justement des différentes catégories socioprofessionnelles. Et donc, je peux vous assurer que la banlieue Est était vraiment largement dépourvue, que ce soit en force de police, que ce soit en qualité des écoles, des hôpitaux, des moyens de transport, par rapport à la banlieue Ouest. Et c'est d'ailleurs au vu de ces résultats qu'avec Michel, on s'est dit ça serait quand même vraiment intéressant de faire des investigations sociologiques précisément sur les dominants.
Alors là, vous me déstabilisez, parce que du coup, je ne sais plus où j'en suis. C'est que revenons à notre beau linge. Oui. Votre travail de flibustier, d'acrobate, Oui. a essayé de pénétrer les cercles qui étaient censés être en dehors de votre portée sociale. Oui. Ça vous est venu comme ça? Est-ce que vous aviez simplement l'envie scientifique de pénétrer, de faire remonter pour l'intérêt général comment ça se passait? Ou c'était plus une vision plus politique je dirais, de hacker communiste qui va pénétrer ce type de cercle? Non, alors, tout est vrai dans votre question, tout est bon. Mais du coup, ça s'oppose pas. On peut être tout ça en même temps. Dans la mesure, notre projet à Michel et moi, ça avait été on était proches quand on était jeunes du Parti communiste. Et engagé d'ailleurs auprès de la France Insoumise, non? Vous avez été élu à la... Non, j'ai eu quelques jours l'investiture de la France Insoumise. Pour la députation. Voilà, et puis qui m'a été retirée très vite. Donc, mais enfin, peu importe. C'était, voilà, et donc on était impressionnés par le fait que, au plus haut niveau même du Parti communiste, les dirigeants parlaient toujours du grand capital. À notre époque, ils parlaient du capitalisme monopoliste d'État. Et nous, avec Michel, on s'est dit, si un jour, comme on était déjà un peu dans la recherche, si un jour on a les moyens d'être maître de nos sujets, qu'on puisse avoir de l'autonomie, nous, c'est ça qu'on fera. On mettra du sang et de la chair sur le squelette de la domination, c'est-à-dire qu'on va personnifier les capitalistes, on va personnifier tous les rouages qui sont nécessaires pour la mobilisation de cette classe dans la défense de ses intérêts. Ils défendent leurs intérêts comment? En appauvrissant les banlieues Est, en mettant moins de police, en faisant quoi? Ils les appauvrissent comment? Est-ce que c'est une démarche intellectuelle volontaire? Ouais. C'est-à-dire que c'est une classe sociale au sens, alors je sais que ça va vous paraître peut-être ringard, mais c'est comme ça. Hein, en tout cas, nous, ça nous paraît parfaitement en phase avec l'actualité. C'est une classe sociale au sens marxiste du terme, c'est-à-dire que c'est une classe en soi, je l'ai marqué, je l'ai dit, avec les différentes formes de richesse qui sont la marque de fabrique de cette classe. Qui est à 1000 lieues de moi, de la masse des gens, la masse des Français, de la masse des peuples. C'est-à-dire que c'est pas des inégalités sous forme d'une échelle. Non, c'est des inégalités. Des inégalités, c'est une échelle jusqu'aux classes moyennes supérieures, puis après c'est un grand fossé qui nous sépare de la classe sur laquelle nous avons mené nos recherches. Et je suis désolée, ça y est, j'oublie, ça va être horrible. Non. Alors si... Allez, je vais vous aider un peu. Oui. Ils matérialisent la défense. Ah oui, c'est ça. C'était. Alors, donc, non, mais il faut bien que vous me suiviez, parce que je disais en soi, et après, comme vous êtes très cultivé, vous saviez que la seconde chose, c'est pour soi, pour qu'il y ait une classe au sens marxiste du terme, en soi, et pour soi, c'est-à-dire consciente de ses intérêts de classe, consciente d'appartenir à une classe. Et donc, comment se manifeste, et je vous remercie de cette question parce qu'elle est vraiment fondamentale, comment se manifeste cette conscience de classe? Est-ce qu'ils ont besoin de sociologues et de statisticiens pour dire qui en est et qui n'en est pas? Eh bien non. C'est eux-mêmes, par le système de la cooptation, qui décident qui appartient à cette classe et qui n'y appartient pas. Alors, par exemple, je peux vous donner un exemple. Quand Valéry Giscard d'Estaing a été élu président de la République en 1974, si ma mémoire est bonne. Non, je dois me tromper. Oui, c'est ça, 74. Giscard d'Estaing, il s'est dit, maintenant que je suis président de la République, je dois pouvoir poser ma candidature au Jockey Club, le cercle de l'aristocratie dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et il a posé sa candidature, il a trouvé 2 parrains qui se sont mobilisés pour que sa candidature soit acceptée. Et puis, quand on vote, enfin c'est pas moi, mais quand ils votent dans des petites urnes avec des boules noires et des boules blanches... En franc-maçonnerie. Voilà, il faut qu'il n'y ait pas, je me souviens plus du ratio, en tout cas il n'a pas été coopté.
parce que sa particule n'était pas une vraie particule, parce que, voilà, pour des raisons qui leur appartiennent. Donc, je dis ça pour essayer de bien faire comprendre que c'est une classe qui est mobilisée. Par exemple, pour les enfants, ce sont les mères de famille qui cooptent les enfants qui vont faire partie du rallye qu'elles dirigent pour leurs enfants. Parce qu'il y a non seulement les cercles pour les adultes, mais dès le plus jeune âge, il y a les rallyes pour les enfants, afin que les enfants apprennent à aimer leurs semblables en amitié puis en amour, pour être sûrs qu'il n'y aura pas de mésalliance. Parce que ça, c'est le truc de fou. Une mésalliance, c'est terrible, puisqu'il ne faut surtout pas que l'argent ruisselle vers les autres classes sociales. Donc il faut que de génération en génération, les pouvoirs et les richesses restent bien dans la même confrérie de ces grandes familles. Vous n'avez jamais assisté à un rallye? Vous connaissez des gens qui ont assisté à un rallye? Ah oui, oui. On n'a Ça donne jamais... quoi? Est-ce que c'est toujours autant les beuveries, les parties de jambes en l'air, complètement débridées, la prise de drogue? Est-ce que c'est toujours comme ça? Alors ça, je ne sais pas. Moi, je vois ce qui se passe, ce que j'ai vu, tout ce que vous avez raconté, qu'on voit à la télévision, qu'on voit dans des livres et tout ça. Nous, on n'a jamais été invités à une soirée de rallye. On n'a jamais été invités à un mariage. Un week-end de rallye. Un week-end de rallye. On n'a jamais été invités à une grande fête de famille. C'est-à-dire qu'on voyait bien les limites des invitations. On pouvait être invité à passer un week-end au château, mais c'est pas pareil qu'être invité à une fête de famille ou à un mariage. Vous voyez? C'est jamais que vous soyez témoin du cousin qui n'était pas content, c'est ça? On ne sait pas, on ne sait pas. Je pense que c'était une intimité, voilà, quelque chose auquel on n'a pas... Peut-être de la pudeur. Je ne pense pas que ce soit ça. Voilà. Il marquait les limites. Je pense que c'était des limites de corps. Par exemple, quand j'ai demandé une fois, est-ce qu'on était invité dans des cercles, il y a des piscines. Et quand j'ai dit un jour, mais est-ce que ça serait possible que je puisse nager? Ah non, j'ai compris que j'avais commis, que ma question était... L'erreur de on ne mélange pas les corps, quoi. On ne mélange pas les corps. Oui, c'est moi qui dis ça. Ça, c'est moi qui le dis. Bon, revenons à nos moutons. Oui. Je vous laisse voir. Oui, comme à la maison. Désaltérer. Est-ce que vous votez? Oui. Oui, mais alors là, c'est toute une évolution dans ma vie, parce que je suis née en 1946, donc les femmes ont eu le droit de vote en 1945. Et donc, comme je suis une petite femme, je dirais pas féministe, mais enfin rebelle, je me suis dit, j'ai toujours eu envie de voter. J'avais vraiment envie de pouvoir m'exprimer. Et bien entendu, aujourd'hui, le vote est tellement dévoyé, manipulé, construit par cette oligarchie pour que les gens... Manipulé comment? Par les gens votent en âme et conscience, non? Mais pas du tout. Alors c'est manipulé. L'avocat du diable. Oui, je sais bien, mais c'est manipulé très en amont par les instituts de sondage. Pourquoi est-ce que les milliardaires investissent dans les instituts de sondage? Pourquoi est-ce que les milliardaires investissent dans les médias? Si c'est pas pour nous traficoter les cerveaux, pour obtenir contre notre propre gré, notre consentement à aller dans telle ou telle direction. Et donc là, alors pour ces européennes, Macron qui dit qu'il va faire de la proportionnelle, qui fixe le seuil le plus élevé d'Europe, 5%. Voilà, c'était décourageant de... Si les gens se font manipuler par des milliardaires oui. Et des instituts de sondage, c'est peut-être qu'ils le méritent, non? S'ils n'ont pas un esprit critique, s'ils n'ont pas une autodéfense intellectuelle, s'ils se complaisent dans cette douce torpeur et moite torpeur, aussi pertinente qu'un filet d'eau tiède, est-ce qu'ils le méritent? C'est pas ma façon de parler. C'est-à-dire que quand vous êtes le nez sur le guidon, que vous avez la vie tellement dure,
que vous avez les gosses à aller chercher, donner le bain, puis il n'y a pas d'argent pour manger, que c'est la galère, comme les Gilets jaunes ont raconté leur vie, de galère en galère, c'est pas vrai. On n'a pas la possibilité d'avoir l'esprit critique. Et on a d'autant moins la possibilité d'avoir l'esprit critique que la pensée critique est absente totalement des grands médias. On est honnêtement, moi je parle comme je parle, on est dans une dictature qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que c'est le monde d'Orwell de 1984 avec un parti unique. Alors nous, c'est pas un parti unique, mais c'est la pensée unique. Parce que vous passiez sur France 2, j'ai parlé de France 5, mais que ce soit TF1, la même semaine, je suis passée à CNews de Bolloré et à Célébdo, mais c'est la même chose. La pensée critique n'a plus sa place. On ne peut rien dire. On est muselé. Et donc... Vous avez oublié de préciser quand la plèbe a la tête dans le guidon, il faut aussi rajouter que les situations stressantes activent dans le cerveau des comportements primitifs qui sont des réflexes de protection. Et ça a tendance à rendre les gens stressés et ça les empêche de réfléchir correctement. Je vous laisse continuer. Oui, je sais que les neurosciences sont très utilisées, la psychanalyse, les sciences humaines et les sciences sociales sont très utilisées dans toutes ces manipulations idéologiques, linguistiques et corporelles. Et donc, c'est pour ça que je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui, parce que la transmission du savoir, la transmission toute simple, je vous parle de nos enquêtes. De votre savoir et de vos enquêtes. Oui, et c'est pas ça que j'ai dit. Si. Et donc, ce que je raconte, je pense que c'est bien pour vos auditeurs, que c'est bien d'entendre une parole simple, mais que je souhaite efficace et que je souhaite pouvoir aider. En tout cas, quand nous, avec Michel, le 17 novembre, c'était l'acte 1 des Gilets jaunes. Donc là, on était à Manosque et on faisait une rencontre. Et du coup, on n'a pas pu aller les rejoindre, mais on a été stupéfait de voir le nombre de Gilets jaunes qui étaient sur tous les pare-brises et tout ça. Donc après, le samedi suivant, on y est allé sur les Champs-Élysées. Là, on était à Paris. Et franchement, on a été surpris. Ils venaient vers nous. On avait des discussions formidables. C'était extraordinaire. Donc, si vous voulez, pour nous, c'est formidable d'avoir des occasions de transmettre à des gens qui n'ont pas le temps, d'avoir accès au savoir, qui n'ont pas accès au savoir, de pouvoir transmettre de cette façon-là aujourd'hui, par des BD, des films. On a fait avec Michel, par exemple, l'été, on va dans des campings du CCAS-DDF. Enfin, on a fait ça quand on était plus jeune, plus maintenant, avec des jeux apéros autour des grandes fortunes. Toutes les formes de contact comme ça, pédagogiques, proches, humains, pour transmettre la violence de classe, la violence des riches. Elle se matérialise comment alors, cette violence ? C'est le regard dédaigneux, c'est quoi ? Non, c'est une force collective, une classe sociale, comme je l'ai dit, mobilisée. Et cette mobilisation, donc j'ai montré comment elle passait par la cooptation, et elle passe aussi, et c'est ça qui est important, et ça ne s'oppose pas, tout marche ensemble, par la sociabilité mondaine. C'est-à-dire qu'ils sont toujours entre eux, toujours en train de faire la fête, avec du champagne, si bien que nous, même avec Michel, on s'était dit il va falloir qu'on voit avec la médecine du travail au CNRS que si on attrape une cirrhose, ça soit reconnu comme maladie professionnelle, quelque chose comme ça.
Parce qu'il y avait, voilà, on buvait beaucoup de champagne, c'était toujours très festif. Et en participant avec Michel à toutes ces fêtes, à tous ces cocktails, à toutes ces soirées, premières d'opéra, vernissage et tout ça, On s'emmerde, hein. pas du tout. Et ils ne s'emmerdent pas. Et c'est pas du tout des mondanités ringardes et tout ça. C'est leur travail. Leur travail, ils sont toujours en train d'échanger sur les affaires, enfin, dans la fête, mais n'empêche que c'est comme ça que ça se passe. Et, euh, et, et on s'est rendu compte que ce n'est pas A qui rend service à B et puis B qui lui renvoie l'ascenseur. Non, c'est chaque membre de cette classe qui est en permanence rend service à tout membre de cette classe, en tout lieu et en tout instant. Le bocal. Le bocal, absolument. Une classe sociale mobilisée dans la défense de ses intérêts, que vous fassiez de la politique, que vous soyez écrivain, que vous soyez grand avocat, que vous soyez propriétaire. Ils sont tous propriétaires, puisqu'ils ont tous maintenant des actions. Que vous soyez un grand... Dans le 16e arrondissement, on a rencontré beaucoup d'agriculteurs, mais c'était des propriétaires d'hectares et d'hectares de... métayers. Voilà. Non, de bosses, de blé, de betteraves. C'était pas des métayers. On va passer à quelques petites questions d'Internet pour revenir à nos questions. Est-ce que vous avez lu le livre de Juan Branco? Qu'est-ce que vous pensez de son travail? Alors, donc, j'ai lu le livre de Juan Branco, Crépuscule, c'est celui-là. Et ben, écoutez, moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup intéressée. Parce que nous, on a beaucoup écrit, par exemple, sur les grandes écoles de la bourgeoisie. Plein de lycées, d'écoles. Mais Incubateur. voilà. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais écrit sur l'école alsacienne. Donc ça nous a intéressé tout ce qu'il raconte sur l'école alsacienne, sur la personnalité, le personnage de Gabriel Attal, qui est aujourd'hui très en vue auprès d'Emmanuel Macron. Voilà, ben, je trouve qu'il est jeune, il est fougueux, et il présente comme extraordinairement original des choses que nous savions. Je veux dire, on n'a pas appris grand-chose sur le fonctionnement de l'oligarchie avec cet ouvrage. Certains le décrivent comme conspirationniste. Oui. Donc, je vous pose une question Internet. Est-il possible de parler de ces collusions sans être amalgamé au conspirationnisme? Est-ce que c'est un réflexe de cette caste pour discréditer et décrédibiliser vos arguments? Oui, c'est ça. Alors, c'est clair qu'ils nous décrédibilisent, ou les journalistes qui veulent nous stigmatiser d'emblée nous traitent de complotistes. Et nous, c'est vrai que objectivement, c'est bien une classe qui complote à Bilderberg, la trilatérale, ils sont toujours entre eux, ils discutent, ils échangent et tout ça. Vous avez déjà assisté à ce type de meeting? Non, j'ai beaucoup... Comment vous pouvez dire qu'ils complotent? Mais justement, je dis qu'ils échangent, mais qu'on pourrait dire qu'ils complotent. Hein. Et nous, avec Michel, non, on dit que, en tout cas, nous, on ne ressent pas ça dans notre travail. On dit on s'est efforcé de montrer le fonctionnement d'une classe sociale qui défend ses intérêts et qui, en défendant ses intérêts, détruit les peuples. Enfin, nous, on parle même d'une guerre que les plus riches mènent contre les peuples aujourd'hui. Mais par rapport au complotisme, oui, c'est un raccourci pour pas montrer ce qui est important. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est de montrer que tout est fait pour masquer l'arbitraire de ce qui fait les privilèges de ces gens-là. Et c'est quoi cet arbitraire? C'est le fait, comme je l'ai dit, qu'ils sont nés à Neuilly et qu'ils ont hérité massivement, il y a des nouveaux riches, mais massivement hérité des titres de propriété. Puis qu'après, ils font fructifier pour passer ensuite à la génération suivante. Mais si vous voulez, c'est un arbitraire total. Et du coup, on est là face à des géants aux pieds d'argile. Parce que du jour au lendemain, c'est pas difficile de dire les titres de propriété ne peuvent plus permettre d'exploiter la force de travail des autres. La propriété, c'est le vol.
Et on abat le système capitaliste sur lequel est fondée cette classe sociale propriétaire des titres de des moyens de production, des médias, et voilà. Est-ce que vous pensez, vous parlez des médias, est-ce que vous pensez que certains journalistes sont les porte-flingues de cette idéologie-là? Ah, tout à fait. Des noms? Ah ben, je dirais BFM, enfin toutes les chaînes qui appartiennent à Lagardère, Bolloré, Arnaud, Pinault. Ils font quand même un boulot, non? Bah, C'est une carte de presse. Ils ont peut-être une carte de presse, n'empêche ils sont dans ces médias, ils mangent au râtelier de ces milliardaires, et honnêtement, même à leur insu, c'est les nouveaux chiens de garde, ça, il n'y a pas de problème. Hein, parce que je suis suffisamment passée dans ces médias pour savoir comment c'est difficile d'imposer une autre façon de parler, une autre parole, un autre contenu. Bienvenue sur Internet. Autre question d'Internet. Les oligarques sont-ils solidaires entre eux? Alors, ben, la solidarité de classe est essentielle, puisque c'est par cette solidarité-là que vous gardez votre statut. Parce que votre statut, il ne tient finalement, bien sûr, au titre de propriété que vous avez, mais c'est comme dans la noblesse, il y a tout ce capital symbolique, toute cette reconnaissance qu'il faut avoir et qui est très importante. Il faut que quand je disais que la sociabilité mondaine, c'était un travail de tous les instants et de tous les jours, c'est parce que c'est Norbert Elias qui a écrit dans La Société de cour des pages superbes sur le fait qu'il fallait toujours prouver que l'on en était. Il faut sans cesse être là, présent, là où il faut, être dans les clous, être dans savoir même dépenser de l'argent, jeter de l'argent par les fenêtres, parce qu'en réalité, c'est de l'argent symbolique, c'est une richesse symbolique, de la reconnaissance qui va vous retomber en retour. Vous avez étudié un peu l'Automobile Club? Oui. Qu'est-ce que c'est l'Automobile Club? Eh ben, c'est un grand cercle qui a été créé au 19e siècle, enfin à la fin du 19e siècle, quand l'automobile, les premières automobiles sont apparues, et les premières automobiles étaient des biens de luxe qui étaient réservés de fait aux grands bourgeois fortunés. Et c'était extraordinaire parce que donc l'Automobile Club est en bas des Champs-Élysées, et les grands carrossiers de l'époque, de Dion-Bouton et tout ça, étaient sur les Champs-Élysées. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, il y a toujours encore Renault, peut-être Peugeot, je donne des noms de sociétés qui n'y sont peut-être plus, mais enfin, l'automobile est toujours marque bien les Champs-Élysées, parce que l'automobile était vraiment un bien de luxe, et donc ils se sont regroupés au sein de ce cercle, qui n'est pas du tout un cercle, qui est un cercle très chic, très huppé, on y a été plusieurs fois, même avec Michel, on a participé à... On est parti pas tout à fait de Bordeaux, nous, on n'avait pas fait tout le rallye avec des vieilles voitures. Je me souviens, Michel, il était dans une voiture avec Robert Panhard comme conducteur. Et puis après, moi, ça s'était pas passé comme ça. Après, il a dû changer c'était un autre conducteur. Et il a descendu tous les Champs-Élysées. C'était une vieille voiture, vous voyez, c'était un... Et il n'avait pas de frein. Et la police a laissé passer cet homme. Il a grillé tous les feux, mais parce que c'était des gens de la haute qui allaient directement à l'Automobile Club. Il n'y a pas eu d'amende, il n'y a pas eu de coup de sifflet, ni rien du tout. Et donc l'Automobile Club, qu'est-ce que je peux vous dire, j'y ai été plusieurs fois. Alors, une fois, toujours avec Michel, puisqu'on est toujours en couple. Alors ça, j'ai pas dit ça tout à l'heure à propos de la famille. Et vous ne m'avez pas posé la question comment vous avez fait pour rentrer. Je pense que le fait qu'on soit un couple, c'est-à-dire déjà à nous deux une petite famille, a été très important. Parce que la famille est au cœur du dispositif de la mobilisation de cette classe, puisqu'il faut transmettre la grande richesse, doit se projeter dans l'avenir des générations futures. Et donc, on a toujours été ensemble à l'Automobile Club. Et une fois,
c'était le Bottin mondain qui organisait une fête en 2003 pour fêter le centenaire du Bottin mondain. Et Blanche de Kersin, la directrice du Bottin mondain, nous avait demandé si on serait d'accord pour faire un article à l'intérieur de la petite brochure qui serait remis aux invités. Il y avait des commerciaux, ceux qui faisaient de la publicité dans le Bottin mondain. Voilà, c'était donc à l'Automobile Club. Et nous, on était là, on était beaux comme tout, on était pris en photo. Et puis on avait notre place, qu'on avait écrit dans la brochure, on était présentés. Enfin, c'était une place importante. Et une autre fois, le directeur de l'Automobile Club nous faisait visiter les locaux de l'Automobile Club parce que Jean-Christophe Rosé, qui faisait un film sur nous deux, souhaitait faire quelque chose dans l'Automobile Club. Donc on était en visite et on avait mis nos sacs à dos dans un salon à l'invitation du directeur. Et puis quand on va récupérer nos sacs à dos, Michel et moi, on n'ouvrait plus. Il y avait plein d'hommes avec les cheveux un peu coiffés comme Dominique de Villepin, tous avec le même genre de costume, enfin d'une élégance, une atmosphère de pouvoir incroyable qui se dégage. Et comment ils nous ont regardés avec un air mais vraiment presque méchant. Enfin, on n'était vraiment pas à notre place. Alors vite, on a pris nos sacs à dos et on est parti. Mais jamais on n'oubliera ce sentiment-là qu'on a ressenti du pouvoir, d'un pouvoir dur, d'un pouvoir violent, d'un pouvoir pas tendre. Nous, si je peux me permettre, tiens, nous, on en a filtré des cercles comme ça. Hein. On a trouvé les gens seuls, tristes, alcooliques, ayant des pathologies, toujours à raconter la même chose. Et vous n'avez pas vu ça, vous ? Je comprends qu'on puisse voir ça. Simplement, c'est ce qu'il y a de chouette dans ce que vous venez de dire, c'est que quand on arrive avec notre casquette de chercheur, on veut écrire des livres sur ce milieu et on voit les choses avec des lunettes spécifiques, des lunettes avec une méthode de chercheur, des hypothèses de chercheur. Et donc, on ne pouvait pas voir ce milieu comme vous venez de le dire. Vous n'avez pas le physique, peut-être, pour porter des talons de 18 cm, peut-être, non ? Ah, de 8 cm, non. 18. Mais 18, ah non, ça, non. Mais je portais quand même des talons, je portais des petits tailleurs. Alors, c'était pas Chanel parce que j'avais pas les moyens, mais entre Promode et 1, 2, 3, j'arrivais quand même, quand on est mince, ça va, on arrive à s'en sortir. Et Michel, on lui a acheté un costume croisé bleu marine dès le premier entretien et il l'a toujours. Il n'y avait pas d'Audemars Piguet au poignet ? Non. Vous connaissez ? Non. C'est une petite montre. Bon. Oui, enfin, j'imagine. C'est un des atours pour pouvoir hacker ce genre de cercle. Revenons à une question d'Internet. Quel est l'avenir sur le court et moyen terme de cette caste ? Alors, Bertolt Brecht disait « De qui dépend l'oppression ? De nous. De qui dépend-il que cette oppression cesse ? De nous. » C'est-à-dire, je répondrai à cet internaute, c'est nous qui avons tous les pouvoirs, c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle, c'est nous qui sommes les plus nombreux, et on se laisse oppresser, opprimer, on se laisse déshumaniser, esclavagiser par une petite caste qui s'est accaparée avec le système capitaliste toutes les richesses et tous les pouvoirs. Tous les dominos aujourd'hui basculent en leur faveur. Warren Buffett a déclaré en 2005 « Nous sommes effectivement dans une guerre de classe, c'est nous les riches qui la menons et c'est nous qui sommes en train de la gagner. » Eh bien, nous pensons qu'il est tout à fait possible de renverser les dominos dans l'autre sens, à la condition et à la seule condition que nous nous unissions au-delà de nos divisions, au-delà de nos égos, au-delà de tout ce qui nous sépare, pour sauver tout simplement
la planète et l'humanité. C'est pas trop tard, c'est pas un peu du wishful thinking. Je vais être dur, je vais me faire vraiment l'avocat du diable. Là, ça fait peut-être 30-40 ans que les banlieues est ou les classes très moyennes ou moyennes sont dans une situation de stress, sans avoir accès correctement à la culture, sans avoir accès à tous ces codes, sans avoir accès à toutes les méthodes de déchiffrement de ces codes sociaux, avec la peur de perdre son emploi, la peur de la violence dans les quartiers sur ses enfants, la peur de la femme qui voit son mari aller tous les week-ends au turbin ou ces choses comme ça, avec une épigénétique sur ces classes sociales. Vous connaissez l'épigénétique une épigénétique dure, sélectionnant des gens qui courbent les chines. Pensez pas que c'est pas trop tard face à une caste qui a l'argent, le pouvoir, la culture, les réseaux, la capacité de couardise pour pouvoir garder son pouvoir parce que peut-être elle a peur de la guillotine. Elle a peur. Elle a peur de la guillotine. Ils ont peur. Par exemple, dès qu'il y a eu les premières manifestations des Gilets jaunes, c'est clair que dans les beaux quartiers, il y avait la peur. Tandis que dans le marché, ce que j'appelle le marché de la contestation sociale, dans lequel on baigne Michel et moi, c'est-à-dire on fait nos livres. Vous faites un peu de beurre avec ça, non? Ah ben oui, on a nos... Combien vous gagnez? Combien on gagne? Alors on a notre retraite. Qui est de combien? Alors, que je ne vous dise pas de bêtises. Moi c'est 2000 et Michel c'est 3000, peut-être 3500. 3000, non, je suis sûre que c'est 3000. Et puis, on a à peu près, chaque année, environ 10 000 euros de droits d'auteur chacun. Mais ça dépend des années. Parce que quand on a fait le best-seller sur le président des riches, ça a été beaucoup plus. Du Combien? coup, plus de 100 000 euros. Et là, on a pu s'acheter une Kangoo rouge. On a pu faire le toit de notre maison, se faire mettre des vitres cas par cas dans toute notre maison pour avoir plus froid et plus chaud quand il fait, pour se protéger des canicules. Et puis des voyages, puis de la générosité, voilà. Puis c'est fini, on n'en parle plus. Et donc le marché de la contestation sociale, donc avec les syndicats, les partis politiques, avec la course aux élections, tout ça, ce qui est devenu un peu plan-plan, qui s'est institué, et je crois que justement ce qui se passe avec les Gilets jaunes, et tout de suite nous on a dit vous nous êtes en train de nous rendre le grand service du siècle, c'est que tout a été bousculé. Ils n'ont pas respecté les corps intermédiaires, ils n'ont pas respecté les lieux de manifestation, tout de suite les lieux de pouvoir, au plus près de Macron, au plus près des ministres, au plus près des députés, enfin... et je peux vous assurer que là, d'ailleurs vous le savez très bien, qu'ils ont très peur, puisque les forces de police exercent une violence physique à l'égard des Gilets jaunes qui est tout simplement... incroyable, inouï. Nous, on dit digne de l'Égypte. C'est parfait. On n'a pas encore les snipers sur les toits, mais bon, du moins, on a les snipers sur les toits, mais pas pour les mêmes raisons. Autre question d'Internet, on va la prendre sans la lire. Sentez-vous que la population s'intéresse davantage au fonctionnement des institutions politiques et des économies? Politiques et économiques, pardon. Oui, Est-ce qu'après le mouvement des Gilets jaunes, oui. Il y a eu quand même une prise de conscience d'un retard ou d'une passivité intellectuelle sur certains sujets qui étaient devenus délétères? Est-ce que vous pensez que la communauté des Gilets jaunes, ou, comme diraient certains de nos présidents, les sans-dents, les gens qui ne sont rien, les gens de peu, ont pris conscience qu'il fallait quand même se réintéresser au rouage de certaines fonctions, du moins certaines institutions? Oui, c'est vrai que les Gilets jaunes ont mis en avant l'institution politique en réclamant le référendum d'initiative citoyenne, en réclamant le tirage au sort, enfin. Mais pour nous, les contacts qu'on a avec les Gilets jaunes sont beaucoup plus intéressants que ça. C'est-à-dire que, alors bien entendu, tout est biaisé,
puisque c'est nous qui discutons avec eux, c'est eux qui viennent nous voir, c'est nous qui allons les voir. Donc ils connaissent notre sociologie parce que grâce à des émissions comme beaucoup d'émissions sur Internet, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter nos livres, mais ils se servent beaucoup des vidéos sur Internet pour comprendre. Honnêtement, c'est fou l'intelligence des ronds-points. C'est des véritables universités populaires. C'est fou comment ces gens-là, qu'on croyait foutus, mais pas, je leur jette pas la pierre parce que leur vie était trop difficile, toujours loin, toujours dans leur bagnole, à rouler, justement tous ces ronds-points. On se dit mais ça engraisse qui tous ces ronds-points et tout ça. Comment l'intelligence de classe de ces gens-là, c'est fou. Et même, je vous dirais, quelquefois, c'est ça. À côté de militants encartés depuis des années, je me dis, bon, voilà, là, on sent de la fraîcheur de classe, une conscience de classe extrêmement forte. Est-ce que pour vous, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la période des cahiers de doléances ? Ça, je ne suis pas suffisamment historienne pour vraiment... Pour moi, je dirais oui. Hein, y a quelque chose qui a à voir. Maintenant, est-ce que ça... Je pense qu'il y a... Dans le mouvement des Gilets jaunes, je le dis, je suis persuadée que c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort... qui s'inscrit autrement que dans ce marché de la contestation sociale que j'ai essayé de décrire, qui nous bouscule et qui va être extrêmement positif. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on s'unisse au-delà de nos divisions, de nos sensibilités différentes. On est très nombreux, donc si on se respecte pas les uns les autres, on n'y arrivera pas. Et pourquoi ça va se faire aujourd'hui ? Je rebondis, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas trop tard ? Je pense que c'est peut-être trop tard, mais en même temps, je veux espérer que le dérèglement climatique va permettre l'interconnexion de toutes les inégalités et va permettre à la conscience de classe de se généraliser et de se dire mais c'est pas possible, c'est pas cette petite caste qui va nous tuer, parce que finalement, au final, avec le dérèglement climatique tel qu'il s'annonce, c'est bien la partie la plus pauvre de l'humanité qui va mourir. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Bien sûr, parce que c'est les gens les plus pauvres qui ne peuvent pas se protéger. Déjà en Afrique, je ne sais pas combien, il y a de millions de morts chaque année qui sont recensés au titre du dérèglement climatique. Au Bangladesh, avec les inondations et le niveau des mers qui montent, il y a déjà plusieurs millions de gens qui sont recensés à ce titre-là. Et moi, vous voyez, quand on dit qu'il y a 26 milliardaires qui possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité, puis qu'on vous le redit de tout ça, moi je pense qu'on nous dit les riches font sécession. Je pense que c'est trop gentil comme expression. C'est les riches qui mènent la guerre contre les pauvres. Et ces riches, ils essayent de nous habituer à ça, c'est-à-dire à ce que ça va devenir normal de se dire que on va quand même pas nourrir des bouches qui ne servent plus à rien et on ne va quand même pas protéger des gens du dérèglement climatique, ça va nous coûter trop cher. Est-ce que vous êtes intéressé au phénomène de guerre économique et de cette upper class apatride parce que là, on a parlé simplement de la haute bourgeoisie qui est, à notre sens, simplement les seconds couteaux, les petits joueurs. Vous n'êtes pas intéressé en termes de guerre économique, d'empire financier autre que les petits joueurs ? Si, on s'y est intéressé, c'est-à-dire on a travaillé sur la fraude fiscale, évidemment à l'échelle internationale, puisque avec les paradis fiscaux, on est obligé de travailler à l'échelle de la planète. On reviendra alors sur le sujet guerre économique après. Je vous laisse terminer sur les paradis fiscaux. Oui. Comment vous dire
Là, c'est vrai que j'ai pas donné par exemple, j'ai pas indiqué les professions des gens qu'on pouvait interviewer. Mais par exemple, c'était des banquiers de très haut niveau. Qu'est-ce que vous appelez très haut niveau? Directeur général d'UBS, très haute fonction, directeur même adjoint à la BNP Paribas. Goldman Sachs, vous avez jamais fait? Non, Wells Fargo? non, non, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais moi je m'en fous de ce que parce que au fond, ce qui était intéressant dans notre travail, c'était quand même d'approcher, même si on n'a pas été au cœur comme peut-être vous pouvez l'être, moi j'en sais rien, ou d'autres, on a compris comment ça fonctionnait et comment ils avaient mis au point des armes financières, des armes de destruction massive du travail d'autrui, qu'est-ce que je pourrais dire, comment ils spéculent, comment ça, je me rappelle plus toutes les truanderies qu'ils ont fait, le Libor, enfin les subprimes, en ce moment là, les produits dérivés par rapport justement aux Dark Pool et on en passe. Voilà. Mais pourquoi vous n'avez pas eu une approche plus touchy, c'est-à-dire vous intéresser à l'industrie qui tourne autour, c'est-à-dire les concierges d'hôtels, les prostituées, les fournisseurs de drogue, les fournisseurs de conduite addictive, X ou Y, les boîtes un peu chaudes, des choses comme ça. Vous n'avez jamais fait ce côté-là? Pas du tout. Pas du tout, mais je vous pense... Vous jamais intéressé aux déviances de cette upper class? C'est-à-dire que si, parce que, enfin, déviance, on s'est centré sur leur violence de classe. Leur violence de classe, c'est-à-dire dans le rapport aux autres classes et au monde du travail, à travers les délocalisations, à travers toutes les lois, puisque au fond, cette classe sociale, elle arrive avec la complicité des politiques à transformer ses intérêts privés en intérêt général. Ça devient la loi, alors que c'est leur loi. Leur droit devient le droit. Donc nous, c'est ce fonctionnement-là que nous avons essayé de bien comprendre et d'écrire de livre en livre. Bien entendu qu'on aurait aimé pouvoir rentrer plus au fond du cœur nucléaire, mais que ça, nous n'y avions pas accès. Et que, au fond, ça aurait été bien, mais on n'y avait pas accès, Et parce qu'il aurait fallu quoi qu'il fallait faire, c'était une autre démarche. C'était déjà bien. Il fallait faire 1m76, vous présenter comme célibataire, et vous inquiétez pas, c'était très facile. Non. Je rigole, mais c'est très vrai. Mais je vous crois bien, mais parce que voilà. Hein. Vous comprenez pourquoi? Oui, je comprends très bien. Je vais vous envoyer quelques questions d'Internet. Alors, je bois un petit coup. Alors, entre guillemets, laisser mourir les plus faibles, l'euthanasie est-elle à l'ordre du jour? Question d'Internet. Oui. Autre question d'Internet. Dans ce système, sommes-nous à la fois victimes et bourreaux? Est-ce que vous avez des conseils pour les gilets jaunes? Il ne faut pas trop m'en dire à la suite, j'arriverai pas à retenir. Comment entrevoyez-vous l'après-capitalisme, s'il y a un après-capitalisme? Alors, la première, c'était sur l'euthanasie. Non, je pense que cette oligarchie a mis au point d'autres armes que celle du meurtre avec le canon et la mitraillette ou ce type d'armes létales, que le dérèglement climatique va être véritablement l'arme qui va détruire cette partie la plus pauvre de l'humanité. Mais il est encore temps d'agir. Mais vraiment, là, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se jouer et que révèle justement l'irruption des Gilets jaunes à propos de l'augmentation du taxe sur le carburant.
Autre C'est question, pas pour rien. autre question Internet. Comment analyse-t-elle le fait que la société reste relativement stable malgré le déséquilibre flagrant de richesse? Parce que il y a une dictature, il y a un autoritarisme qui s'est mis en place. Si vous voulez, le système capitaliste tel qu'il évolue avec le néolibéralisme aujourd'hui, vous avez fait plusieurs émissions là-dessus, ce moment où disons, la finance prend le pouvoir sur le politique, prend le pouvoir sur la communication, le monde des médias. Macron, par exemple, il a été placé à l'Élysée par des puissances d'argent. Par des donateurs, par des puissances d'argent. Je ne suis pas dans tous les secrets, mais je m'imagine qu'il y a des choses que je ne sais pas. On a découvert avec Sarkozy que finalement, il s'était quand même fait payer 50 millions d'euros par la Libye pour sa campagne des présidentielles en 2007. Donc je sais qu'on ne sait pas tout. Mais voilà, l'argent permet de s'approprier, y compris le bien commun qu'est le politique. Et du coup... Ça fait cher la danseuse. Ça fait que on est piégé, on est garrotté, on a un psychisme qui est disloqué, on est tétanisé, on se sent impuissant, on se sent dans l'incapacité. Et par exemple, moi je me dis, bon, ok, tu écris tes livres... Mais est-ce que tu serais capable, je sais pas, de faire de la désobéissance civile? Est-ce que tu serais capable de faire quelque chose, d'aller plus loin, puisque tu dis des choses qui sont graves? Tu peux pas rester tranquillou dans ton canapé, ton fauteuil. Autre question Internet. Comment cette classe parle-t-elle du peuple? Quel vocabulaire? Se rend-elle compte de leur violence? Se rend-il compte de leur violence? Alors écoutez, les faits parlent tout seuls. Tout à l'heure, vous avez repris le terme de François Hollande, les sans-dents. Moi, je vais parler de la façon dont Macron parle des ouvriers, des gens. Donc, c'est des fainéants, des extrêmes, c'est des coups, c'est des charges. Tu n'as qu'à traverser la rue pour aller voir, et puis tout ce qu'il a pu dire. Le mépris de classe, il est là. Hein, à la chasse à courre, quand c'était parce qu'il y a ceux qui sont à cheval et puis il y a les gens qui découpent le cerf. Et eux, on les appelle les petits pères. Vous voyez, des expressions comme ça, les petits pères. Et puis alors, donc ça, c'est dans les interactions. Mais sinon, globalement, lorsque la mairie de Paris décide... quand Bertrand Delanoë arrive en 2001 à l'hôtel de ville, de mettre des logements sociaux, d'appliquer la loi SRU dans les arrondissements qui refusent les HLM, les logements sociaux, eh bien, ça a été la guerre. C'est-à-dire que c'est allé très loin. Et alors, ne parlons pas de Yann Brossat, le maire adjoint communiste actuel, qui a voulu mettre un centre d'hébergement d'urgence au pied des plus grandes fortunes, Wildenstein, Dassault et autres Blanchard-Dignac. Alors là, ça a été très violent. Hein. Ils se battent, ils n'en veulent pas. C'est-à-dire qu'ils veulent rester entre eux, parce que cet entre-soi est essentiel pour le fonctionnement, comme on l'a vu au début de l'émission, est essentiel au fonctionnement, à la mobilisation de cette classe et à la défense de ses intérêts. Il faut toujours qu'ils soient entre eux pour toujours échanger. Il faut toujours qu'ils soient entre eux pour éviter les mésalliances. Il faut toujours qu'ils soient entre eux pour construire ce sentiment d'impunité, qui n'est pas seulement un sentiment, c'est une vraie impunité, puisque les gens de la justice, les gens du politique, le monde des affaires, tout le monde se réunit dans la mayonnaise de la sociabilité mondaine. Votre question Internet. Que pensez-vous des Black Blocs? Alors ça, je ne sais pas trop qui c'est. Je ne sais pas qui sont les Black Blocs. Je sais simplement qu'une fois, il y a une jeune fille qui est venue faire une vidéo chez moi, pour moi. Et je lui ai dit que la veille, j'étais devant l'Assemblée nationale à une manifestation
tout de suite après l'arrivée de Macron, donc c'est septembre 2017, et elle me dit qu'elle y était aussi, et elle me dit qu'elle est Black Bloc. Et donc je lui ai dit, mais alors c'est vous qui étiez là, c'est vous qui avez gâché notre manifestation parce qu'ils sont partis attaquer la police, alors que pour la première fois, on manifestait place de la Concorde dans les beaux quartiers, sur les lieux de pouvoir, face à l'Assemblée nationale. Ce qui est notre combat avec Michel, de dire c'est dans les lieux de pouvoir qu'il faut manifester, au plus près des puissants. Il faut les faire vivre sur le pied de guerre. Et pour ça, il faut être visible, il faut faire du bruit. Et elle m'a dit, parce que je lui ai dit, vous avez qu'à expliquer pourquoi vous cassez. Elle a dit, c'est plus fort que moi, il faut que je casse, il faut que je casse. Enfin, c'est la seule fois où j'ai eu un dialogue, une interaction avec un membre des Black Blocs. Je ne sais pas qui c'est, je sais rien dire. Est-ce que vous pensez que la non-violence aide les puissants ? Là, moi, je réponds à cette question en disant, moi, mon combat, c'est la violence des riches. La violence des riches, c'est une violence qui est terrible, c'est une violence qui tue, c'est une violence qui empêche les plus démunis de se projeter dans l'avenir, de ne pas pouvoir anticiper les générations suivantes. C'est une génération qui vous brise le corps, c'est une violence qui tue l'amour, qui tue l'amitié, qui tue votre humanité. Cette violence des riches par rapport même à ce que font les Black Blocs ou à ce qu'ont pu faire les Gilets jaunes, c'est rien. Voilà, la violence des riches. On a écrit tout un livre sur la violence des riches. C'est totalement accablant. C'est le plus grand casse qui puisse exister, le plus grand casse social, économique, c'est que politique. Et là, on en arrive à la destruction de la planète. C'est pas rien ce qui est en train de se passer. Autre question d'Internet, que pense-t-elle de la démocratie directe ? Faut-il s'éloigner de la démocratie représentative ? Ah ben oui. Ça, la démocratie, je dirais, pseudo-représentative, elle est complètement arrimée, on le voit très bien avec Macron, au système capitaliste, à la soi-disant démocratie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas exploiter le peuple, mener la guerre contre le peuple, sans nous raconter l'histoire qu'ils le font au nom des droits de l'homme et de la démocratie. On arrive bientôt à la fin de notre interview. Est-ce que vous avez des choses à aborder avec nous ? Que je n'aurais pas dites ? Je ne sais pas. D'abord, je dirais que je me sens bien là, d'avoir pu parler avec vous, que vous m'ayez fait sentir les limites de notre travail. C'est-à-dire, comme nous, on est toujours, avec Michel, quand on fait des rencontres, qu'on présente des livres en librairie, on est toujours face à des gens qui sont complètement démunis par rapport à ce que nous, on sait déjà, qu'on a l'impression qu'on a fait beaucoup. Alors, en réalité, j'ai bien conscience qu'on a simplement levé un petit coin du voile. Et qu'il y a du travail. Et que pour faire ce travail, il faut être nombreux, il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte de partout, il faut qu'il y ait plein de gens qui activent l'article 40 du Code pénal, il faut qu'il y ait les salariés, qu'il y ait plein de gens qui parlent sous anonymat s'ils ne veulent pas être lanceurs d'alerte. Voilà, nous, c'est comme ça aussi qu'on travaille. Vous êtes déjà planté dans votre travail ? Vous avez déjà fait des bourdes ? Vous avez déjà fait des mauvaises interprétations avec les chiffres que vous utilisiez ? Je pense pas. Est-ce qu'on vous a déjà fact-checké ? C'est-à-dire qu'il y a eu, par rapport à Emmanuel Macron et les cadeaux qu'il a fait en dizaines de milliards aux plus riches, il y a eu juste un tout petit désaccord avec un économiste de Libération, parce qu'on a écrit ce qui est juste, que l'ISF, il l'a supprimé, donc il a supprimé les valeurs mobilières du stock de patrimoine mobilier des plus riches, mais
que pour les revenus du capital, qui étaient imposés comme les salaires de manière progressive de 14 à 45%, pour la première fois, depuis la Ve République, depuis la Libération, je ne sais pas, il a instauré un forfait sur l'imposition, pour l'imposition des revenus du capital, en dessous de la première tranche d'imposition des salaires, à 14%. Et pour le capital, aujourd'hui, c'est 12,8%. Est-ce que vous vous rendez compte que Bernard Arnault, qui récolte des centaines de millions de dividendes chaque année, va payer, pour ce qu'il payera en France, parce qu'il y a les paradis fiscaux, il y a tout le reste, la holding en Belgique et tout ça, pour ce qu'il va payer en France, il va payer 12,8% de manière forfaitaire, ce qui est contraire, je pense, je parle sous votre contrôle, ce qui est contraire à notre Constitution et à la Déclaration des droits de l'homme, où on doit payer ses impôts de manière progressive en fonction de sa fortune. Exactement, Libération soulève en février 2019 que les Pinson Charlot commettent une erreur grossière et confondent le taux marginal d'imposition avec le taux effectif d'imposition, ce qui leur permet d'affirmer à tort le plus mal payé des contribuables paie plus en impôts sur le revenu que les plus riches des actionnaires sur chaque euro de dividendes perçus. Oui, alors là, c'est parce que, franchement, je reste pas d'accord avec ça, dans la mesure où on dit que la première tranche d'imposition, c'est 0 pour les salariés, puisque, d'une part, il y a tous ceux qui ne sont pas imposables, mais pour ceux qui sont imposables, il y a cette tranche que je n'arrive toujours pas à comprendre, qui va de 0 à 14%. Mais pour moi, quand on paye ses impôts, ça commence à 14%. Avant, je ne les paye pas. Ensuite, il y a Le Monde qui critique les Pinson Charlot pour l'absence totale de rigueur scientifique dans leur ouvrage. Le président des ultra-riches, les Pinson Charlot, croit observer l'assurance imperturbable et le goût de l'entre-soi de la bourgeoisie, coupée du reste de la société en s'efforçant de maintenir étanche, blablabla. Vous avez quelque chose à leur répondre au Monde ? Ah, bien sûr. C'est-à-dire que quand on sait pas quoi dire sur le contenu d'un livre, comme le président des ultra-riches, sachant que Le Monde a quand même, que nous lisons chaque jour, a beaucoup travaillé pour propulser Macron à l'Élysée, qui a, je pense, pas de faute grave dans notre livre, en tout cas on a fait un travail sérieux, très sourcé, un travail collectif d'ailleurs aussi qui a mobilisé des gens qui nous ont aidés, qui sont remerciés dans le livre, notre éditeur notamment. Ils disent les travaux ne peuvent ainsi en aucun cas être qualifiés de travaux sociologiques honnêtes. Voilà. Ils ne cessent de prétendre les étayer par des moyens sociologiques, ce qui est inexact. Et ce qui est totalement... Alors nous, c'est totalement vrai quand ce livre, comme tout le reste des 25 autres livres qu'on a écrits à quatre mains, mobilise les outils de la sociologie. Et là, c'est simplement qu'ils ils pouvaient plus monopoliser la théorie du complot et on avait déjà trop répondu. Et donc, c'est même allé très loin parce qu'un autre sociologue qui est éditocrate au point et qui se réclame de la sociologie a pu demander à ce que nous soyons poursuivis devant les tribunaux pour usurpation, imposture, usurpation infondée d'une discipline scientifique. Et donc, si vous voulez, non. Nous, alors vraiment, là, on est peinard, on est tranquille avec nous-mêmes. Ce sont des modalités pour nous déstabiliser, pour nous stigmatiser, auxquelles je réponds tout tranquillement devant vous, avec un sourire qui n'est pas aussi généreux que ce que je voudrais, mais que nous prenons comme... Alors vous allez dire, vous êtes content de vous. Je pense qu'on a fait du bon travail avec Michel, vraiment. Je pense qu'on a fait un travail qui est important, livre après livre, comme deux moines bénédictins. De tous les côtés, on a essayé d'attraper cette oligarchie, de transmettre le savoir accumulé, non pas aux autres chercheurs, mais au peuple de France, enfin aux gens les plus, je vous dis, à aller faire des jeux apéros dans le camping des Maths sous la flotte au mois de juillet de je ne sais quelle année. On n'a pas ménagé notre peine
Et je pense que voilà, il faut que la relève se prenne, que notre travail puisse continuer à servir, à aider à ce qu'on se sorte de cette oppression qui nous tue. Autre question d'Internet, et puis après on va arrêter les questions d'Internet, les gars. Que pensez-vous des courants féministes actuels? Je ne suis pas très au courant. Je ne suis pas très au courant des mouvements féministes, c'est-à-dire que je ne suis jamais arrivée à être vraiment d'accord avec la théorie du genre et tout ça. Donc je suis pas à l'aise avec cette question, donc je préfère pas répondre. Autre question, que pensez-vous des émissions de type Cache Investigation? Révèlent-elles des choses embarrassantes pour l'oligarchie ou est-ce que ce sont les miettes pour distraire le peuple? Ah ben non, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ces émissions, Cache Investigation, Pièces à conviction, Complément d'enquête, je ne sais pas si ça continue à exister. Donc il y a beaucoup, Envoyé spécial, il y a beaucoup de choses intéressantes qui doivent mettre mal à l'aise. Mais après, il faut faire quelque chose de ces informations. Il faut faire quelque chose de ce savoir. Il faut que ça aide à la prise de conscience et à l'envie de la révolte, à la compréhension qu'il n'y a que nous, que c'est nous qui sommes complices de notre propre La oppression. révolte des esprits. Ah oui, mais après, une fois que les esprits sont révoltés, sont bien faits, le corps suit. Dernière question Internet, l'oligarchie a-t-elle conscience de sa propre destruction? Je pense que oui, parce que le fait qu'ils soient toujours sur leur qui-vive, quand il y a des grands mouvements sociaux, alors là pour les gilets jaunes on n'était plus acceptés dans les beaux quartiers, donc. Mais en 1995 quand il y a eu les grands mouvements contre Juppé avec les retraites, la SNCF et tout ça, on était là avec eux et franchement les valises étaient prêtes. Hein. Ils sentent le goût du fer derrière leur nuque. Ils ont en mémoire la Révolution française, ils ont en mémoire tous les grands mouvements, ils ont en mémoire 1936. Ils savent très bien qu'en 1936, ils ont dû lâcher sur les congés payés, sur les salaires des ouvriers et sur tous les avantages que les ouvriers ont obtenus en occupant les usines, en occupant, en faisant la grève illimitée avec occupation d'usines. C'est pas par les élections que ça a été. Serge Halimi le montre bien dans le grand bond en arrière. Et donc, il suffirait qu'on décide tous de se mettre en grève. Les ouvriers, les dockers, tous ceux qui conduisent les moyens de transport, enfin, on s'arrête tous de travailler, tout est bloqué, ils sont plus rien. On arrive à la dernière question, qui n'est pas une question, qui Oui. est laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, et juste avant ça, conseiller 3 livres. Alors, 3 livres. Alors, j'ai déjà cité la bande dessinée Sarkozy-Radhafi, qui a été publiée chez Delcourt Le Seuil, et qui est absolument hallucinante. Avec Fabrice Arfi, Benoît Colomba, j'ai pas retenu... tout est sourcé, et voilà, donc on apprend qu'ils n'ont pas eu de menace. 50 millions d'euros ont été versés à Nicolas Sarkozy pour sa campagne des présidentielles de 2007. Ensuite, quelqu'un que vous avez reçu ici, Denis Robert et Catherine Le Gall. Catherine Le Gall, on l'a pas reçu. Non, vous ne l'avez pas reçu, mais je dis l'autre auteur de ce livre, pour un livre superbe sur la façon dont l'État français, par exemple, pour le passage de leur livre qui concerne la vente de Quick. Donc les prédateurs. Alors le titre, c'est Les prédateurs, des milliardaires contre l'État, et c'est donc la façon dont des milliardaires comme Albert Frère et Paul Desmarais peuvent piller l'État français avec des complicités au plus haut niveau à Bercy. Et donc, c'est une enquête magnifique. Et ce livre-là, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très, très intéressant, très fort. Et qui va plus loin que ce que nous, on a fait. C'est-à-dire que là, vraiment, l'enquête
est une véritable enquête d'investigation. C'est pas le même registre que du travail sociologique comme nous on a fait à l'échelle d'une classe sociale. Qu'est-ce que... Un troisième. Alors, il manque un troisième. Alors, La caste de Laurent Mauduit, bien sûr. J'en avais un autre que j'ai sur le bout de la langue et puis ça ne me vient pas tout d'un coup. Ah si, ça y est, je le retrouve. De Tanguy Viel, un roman édité aux éditions de Minuit, article 353 du Code pénal. Un conseil pour les jeunes générations? Eh ben, il faut vraiment prendre conscience de l'individualisme négatif dans lequel vous tous, vous avez été construits avec l'éducation que vous recevez dans cette société néolibérale, et qu'il faut transformer cet individualisme négatif en un individualisme positif de liberté et de progrès socialement partagé. Voilà. Monique Pinson-Charlot, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Coupé.